Bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver. Il est 18h30. On est bien sûr en direct dans le studio de Boursorama pour ce webinaire tout entier consacré à la défiscalisation. Et d'ailleurs, on a pris soin de rajouter dans le titre avant l'évolution de la fiscalité, car il ne se passe pas un jour actuellement sans qu'on apprenne un nouveau projet de taxe, un nouveau projet d'impôt. Et il est parfois bien difficile de s'y retrouver. Alors, on ne lit pas encore dans le mar de café. On va faire avec ce qu'on connaît actuellement et on va évoquer les différentes enveloppes et produits qui peuvent vous permettre d'adoucir votre fiscalité, que ce soit des FIP, des FCPI ou encore le PER. Et là, vous vous dites que ça commence mal parce que vous ne connaissez pas forcément l'ensemble de ces termes. C'est pas grave parce que, comme vous le savez, nos experts sont là pour tout décrypter pour vous. Et comme d'habitude, je suis bien entouré ce soir, puisque c'est avec plaisir que je retrouve sur le plateau pour cette 3e édition de ces webinaires sur la fiscalité, Tatiana Cellier, responsable pôle banque privée, ingénierie patrimoniale et de fortune chez Société Générale Assurance. Bonsoir Tatiana. Bonsoir. À ses côtés, Mathieu Lambert, directeur général délégué chez Vatel Capital. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et il fait son grand comeback ce soir pour les webinaires Boursorama, Thomas Vitou, chef de produits bourse chez Boursorama. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous. Bon, vous le savez, moment d'échange interactif. Des questions, on en a déjà reçu plein au moment de l'inscription, mais priorité au direct. Vous qui êtes avec nous ce soir, n'hésitez pas à vous poser toutes vos questions. Elles tomberont sur la tablette juste à côté de moi et je les prendrai en direct pendant tout le temps de ce webinaire. Et je le disais, Tatiana, ce n'est pas la première édition de ce moment d'échange sur la fiscalité. Généralement, en introduction, on prend le temps de tout réexpliquer et notamment commencer par quelque chose de simple, ce qui se cache derrière ce mot valise de déficit. Et ça commence par expliquer ce qu'est une niche fiscale. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'une niche fiscale ? C'est une mesure en fait qui va permettre de réduire le montant de son impôt sur le revenu. Alors, toute personne physique qui est soumise à l'impôt sur le revenu donc, peut bénéficier de ces avantages fiscaux qu'on peut appeler déduction, réduction ou crédit d'impôt. Pour rappel, l'impôt sur le revenu, c'est un barème progressif. On a 5 tranches allant de 0 à 45%. Alors par contre, dans ces avantages fiscaux, le législateur a mis une limite, ce qu'on appelle, que vous avez pu déjà entendre, le plafonnement des niches fiscales. Oui. Alors en quoi ça consiste ? En fait, il a mis une limite pour limiter en fait cette baisse d'impôt. Pour prendre un exemple, on va calculer en fait l'impôt sans tenir compte de ces avantages fiscaux. On va le recalculer avec tous les avantages fiscaux. Et la différence ne doit pas dépasser 10 000 euros. Il peut y avoir des exceptions, mais dans la grande majorité des cas, c'est 10 000 euros. Bon, je vois déjà les questions qui tombent sur la tablette. Vous avez plein d'interrogations ce soir. On va y répondre, bien sûr. Avant, ce qu'il est important aussi de bien comprendre, c'est de faire la différence entre, tu l'as dit, les déductions, les réductions, les crédits d'impôt et de voir les impacts que ça va avoir parce que c'est assez différent finalement. Oui, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est de les reprendre tout d'abord un à un. On va commencer par la déduction d'impôt. Alors, dans la déduction d'impôt, comment ça se passe ? Donc, vous avez vos revenus qui sont soumis, que vous allez déclarer donc, lors de votre déclaration d'impôt. Chaque année, en mai, voilà. Chaque année, tout à fait. Ça ne change pas. En mai, on doit déclarer nos revenus. Ensuite, on va pouvoir déduire donc, des charges. Donc, on va pouvoir bénéficier d'une déduction, justement. Là, on pourra retrouver, pour citer un produit, donc, les versements qu'on peut faire sur un plan d'épargne retraite. Ensuite, je vais avoir le calcul de l'impôt qui va être réalisé sur les revenus donc, nets imposables. Donc là, vous l'avez compris, la déduction se fait avant le calcul de l'impôt. Ensuite, si je continue dans ces avantages fiscaux, on a la réduction d'impôt. Donc la réduction d'impôt, donc je reprends, donc j'ai mes revenus imposables. Je peux déduire certaines charges, je vais avoir mes revenus qui vont être soumis au barème. Ça passe à la moulinette du barème de l'impôt sur le revenu, je vais avoir mon impôt dû. Et là, je vais pouvoir déduire tout ce qui est réduction d'impôt. Réduction d'impôt, pour donner encore une fois un exemple, il va y avoir les FIP, FCPI. Il y a une petite particularité sur tout ce qui est réduction d'impôt, c'est que ça ne va pas pouvoir être remboursé. Par exemple, si j'ai une réduction d'impôt de 2 000 euros, je dois payer 1 000 euros d'impôt, donc je n'aurai pas d'impôt à payer. Par contre, les 1 000 euros de différence sont perdus. Oui, tout à fait, c'est ça. Le troisième, ça va être le crédit d'impôt. Donc, toujours pareil, j'ai mes revenus imposables, je calcule mon revenu net imposable soumis au barème, je vais avoir mon montant d'impôt dû. Là, pareil, je vais pouvoir soustraire tout ce qui est crédit d'impôt, par exemple les gardes d'enfants.
là, à la différence de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la réduction d'impôt, les crédits d'impôt, ça peut m'être remboursé. Donc si je reprends le même exemple, j'ai 2 000 € de crédit d'impôt, 1 000 € d'impôt à payer. Là, dans ce cas, le législateur va me rembourser les 1 000 €. Bon, c'est pas mal ces systèmes. Je le disais, Tatiana, important de les avoir en tête parce qu'il y a des différences au niveau de l'impact sur l'imposition des revenus, ces trois dispositifs. Oui, tout à fait. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir on peut bénéficier, enfin on peut avoir tous ces avantages fiscaux. Par contre, on peut les cumuler, merci, tout à fait. Par contre, ça ne va pas avoir le même impact au même moment. Oui. On l'a vu, pour la déduction d'impôt, c'est avant le calcul. Donc si je reprends toujours, donc j'ai mes revenus imposables, je vais pouvoir déduire toutes mes charges déductibles, je vais avoir mes revenus imposables que je vais passer à la moulinette, donc j'aurai mon impôt qui sera calculé. Ensuite, je vais pouvoir venir diminuer toutes mes réductions d'impôt. Je rappelle, par contre, les réductions ne seront pas restituées par le législateur. Et après, j'ai tous mes crédits d'impôt. Donc je peux avoir les trois. Par contre, ça ne va pas agir au même endroit. Certains, on a vu, ça agit avant le calcul de l'impôt et d'autres après le calcul de l'impôt. Bon, voilà pour les grandes lignes. On va maintenant s'intéresser à un produit qui permet de défiscaliser, c'est le PER1, plan d'épargne retraite individuel. Petit rappel en préambule de ce qu'est un PER et à qui il est destiné. Oui, tout à fait. Alors le plan d'épargne retraite individuel ou le PER1, on l'entend dans tous les jours, c'est destiné à toute personne physique majeure sans condition liée à sa situation professionnelle. Donc je suis demandeur d'emploi, salarié, non salarié, etc. Et je peux ouvrir un PER1. L'objectif de ce produit, c'est de se constituer un complément de revenu à la retraite. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut avoir quelque chose en tête. C'est quand je vais verser sur un plan d'épargne retraite, l'argent que je vais verser va être bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel. L'avantage de verser sur un plan d'épargne retraite, c'est que je peux bénéficier d'un avantage fiscal, si je le souhaite, sur ces versements. Pour cela, le législateur a mis en place 2 plafonds de déduction. Donc j'ai un premier plafond qui est universel, donc qui est pour tout le monde, que je sois salarié, non salarié. Et les travailleurs non salariés, eux, ils ont aussi accès à un plafond spécifique qu'on appelle le plafond Madelin ou plafond du travailleur non salarié. Donc je vais avoir 2 plafonds qui est un peu plus haut, tout à fait. Je doute parce qu'ils doivent plus cotiser pour leur retraite. Tout à fait. Un système moins généreux pour les salariés. Oui, tout à fait. Il est à 87 000 le maximum, en grosso modo, pour les non-salariés. Dans les grandes lignes. On avait une question qui vient de tomber qui nous dit « Est-il possible de détenir plusieurs PER ?» C'est une question d'Éric. Oui, tout à fait. Donc voilà, on sait que pour les PER, pas de problème, on peut en avoir plusieurs. Voilà pour ça. Est-ce qu'on le retrouve facilement, ce plafond de déduction ? Alors, ce plafond de déduction, effectivement, on peut le retrouver facilement, je vais dire, plutôt pour le plafond universel, parce que pour le plafond non salarié, on va voir que ça va être un petit peu plus compliqué. Pour le plafond universel, c'est assez simple. Vous prenez votre avis d'imposition que vous avez reçu là cette année, vous allez sur les dernières pages et vous allez pouvoir retrouver le plafond de cette année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi utiliser les plafonds des années antérieures si on ne les a pas utilisés, donc les 3 dernières années. Donc on pourra effectivement le retrouver assez facilement pour le plafond universel. Je vous ai dit qu'il y avait aussi un deuxième plafond de déduction spécifique pour les non-salariés. Là, malheureusement, je ne peux pas vous donner d'endroit ou d'indication pour aller le retrouver. Il faut le calculer, donc soit le calculer soi-même. Vous avez accès à un simulateur sur le site Boursobank, si besoin, ou alors se rapprocher tout simplement de son expert comptable pour se faire accompagner. Bon, ça c'est très bien sur les grandes lignes, le fonctionnement théorique. C'est parfois plus compliqué dans le concret, alors on a fait un petit exemple pour expliquer comment ça marchait très pratiquement. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que dit comme ça, c'est vrai que j'ai dit qu'on a des plafonds de déduction. Quand on verse, mais concrètement, ce qui peut nous intéresser, c'est d'avoir un ordre d'idée, quelque chose d'assez rapide pour savoir combien je vais pouvoir bénéficier de déduction d'impôt sur le revenu. Si on va avoir un ordre d'idée, c'est assez simple. Là, j'ai pris un exemple avec 10 000 €. En fait, je vais le multiplier tout simplement à mon taux d'imposition. Donc, si je suis à un taux d'imposition à 30%, je fais 10 000 fois 30% et j'aurai 3 000 € de déduction d'impôt sur le revenu. Et etc. pour chaque, en fonction de la tranche dans laquelle on se trouve. Donc là, on voit qu'on soit une TMI à 11 ou une TMI à 45, en fait,
contribuable qui est imposé peut bénéficier finalement d'une déduction d'impôt sur le revenu. Bon, et ça c'est effectivement toujours plus parlant quand on le voit. Tatiana Chéluc, souvent le PER, il était considéré un petit peu seulement comme un produit de défiscalisation, ce qui est dommage parce que en fait, il a un vrai pouvoir multiplicateur de l'épargne quand on prend sa dimension pleinement en compte, en quelque sorte. Oui, oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que le plan d'épargne retraite, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler par rapport à cette déduction à l'entrée. C'est pas son seul avantage, effectivement, donc, qui en est un, effectivement, qui n'est pas neutre, mais son autre avantage aussi, c'est de pouvoir se constituer un complément de revenu à la retraite avec un effort d'épargne moindre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'administration fiscale va nous accompagner en fait dans cette constitution de revenus à la retraite. Alors, pour prendre un exemple, en fait, ce que le législateur nous dit, c'est que si moi je décide de verser sur un plan d'épargne retraite aujourd'hui, donc je veux verser 10 000 euros, l'année prochaine, donc je vais faire ma déclaration d'impôt, comme il va voir que j'ai versé 10 000 euros sur mon père et qu'en plus je voulais une déduction fiscale, il va me dire, dans ces cas-là, tu payeras moins sur ton imposition. Par exemple, si je fais une TMI à 41, j'ai le droit à une déduction de 4 100 euros. Donc ces 4 100 euros, plutôt que tu me les donnes à moi, du coup, je te fais grâce d'une déduction d'impôt. Je vais aller même plus loin, c'est plutôt un différé d'impôt. Je ne paye pas tout de suite. Proche avec ton service des impôts, vous parlez comme ça. Oui, on se parle de temps en temps. Le législateur, je devrais le restituer. Je l'ai décontenancé du coup. Je devrais le restituer une fois que je vais sortir de mon plan d'épargne retraite. Donc ça, c'est vraiment le plus, parce que cette économie d'impôt, elle va travailler finalement pour moi. Elle travaillera sur le produit. Là, si on revient à l'exemple, donc j'ai 10 000 euros de versés. À la sortie, je vais avoir effectivement un peu plus de 20 000 euros. Les 4 100 euros que j'ai versés vont avoir capitalisé et j'aurai 9 000 euros. Effectivement, donc là, il y a déjà le premier point, c'est la capitalisation. Il ne faut pas oublier qu'à la sortie, peut-être que mon taux marginal d'imposition va baisser. Donc je dirais que ça, c'est encore le plus si on revient encore sur un aspect fiscal. Et c'est une question importante parce que c'est une des premières questions qui est tombée ce soir. C'était une question de Valérie. Est-il vrai ? Et on l'entend là aussi souvent, ça, que la défiscalisation que l'on gagne avec le PR est annulée au moment de la retraite car les taxes et les impôts sont importants à ce moment-là. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est même plutôt l'inverse. Moi, de ce que je comprends, il y a certes une fiscalisation à la sortie du PER, mais dans la plupart des cas, l'imposition, quand on est retraité, va être un peu plus faible. Oui. En général, on a une baisse effectivement de revenus à la retraite. Alors, je ne vais pas faire une généralité. C'est vrai que tout le monde ne va pas forcément baisser, changer de tranche. Mais c'est vrai qu'on peut changer de tranche. Donc là, effectivement, on a un gain. Là, comme je l'ai dit dans mon exemple, j'ai 41, j'ai 30, je vais gagner 11 par rapport à l'entrée et la sortie. Et il y a surtout cette capitalisation que je peux avoir. Parce que si je reprends, j'ai versé 10 000 sur mon père, j'ai pu avoir une déduction d'impôt. Mais si j'avais versé sur un autre produit d'épargne, mes 4 100 euros, je les aurais donnés à l'administration fiscale. Quel que soit, ils auraient été payés. Est-ce qu'ils sont payés tout de suite ou plus tard ? Voilà, c'est la question. C'est un vrai levier finalement pour investir. Tout à fait. Un vrai levier pour investir. Ça tombe bien. Transition toute trouvée parce qu'on a ce produit chez Boursorama, on l'appelle Matelas. L'occasion de nous rappeler ce qu'est et de quoi est constitué le PER Matelas, Thomas. Alors Matelas, c'est notre plan d'épargne retraite individuel maison. Sur lequel vous pouvez donc investir, réaliser des versements, mais également transférer des contrats d'épargne retraite qui sont existants. Il y a plein d'anciens contrats, notamment professionnels, qui sont transférables. Pour ce faire, je fais un petit laïus parce que c'est une très bonne astuce, mais sur le site Info Retraite, avec vos numéros de sécurité sociale ou France Connect, vous pouvez vous connecter et récupérer finalement tous vos anciens contrats. Et ces anciens contrats, vous pouvez les rapatrier également dans un plan d'épargne retraite individuel, donc notre Matelas Boursorama, avec simplement un parcours de transfert en ligne. C'est une question d'une personne qui nous regarde, qui nous dit justement, peut-on transférer un PER d'un autre établissement bancaire vers un PER Matelas ? C'est tout à fait possible. C'est possible. Il suffit d'ouvrir Matelas, de faire un versement initial de 150 € et à partir de là, vous pouvez réaliser vos transferts d'anciens contrats dans le PER Matelas individuel.
Et ensuite, donc pour le fonctionnement de matelas, comme le disait Tatiana, il y a une petite innovation aussi, c'est qu'il y a 3 modes de sortie finalement. Il y a ce mode en rente avec une fiscalité qui est propre, il y a une sortie également en capital à 100%, où là il y a effectivement l'imposition sur le revenu qui re-rentre en jeu à ce moment-là, et avec le différé d'impôt, le levier et parfois le TMI qui baisse en fonction de la situation. Et enfin, le mode qui allie les deux, c'est en rente et en fraction du capital. Oui. Alors, plein de questions qui sont tombées. Vous êtes prêt, Thomas ? Je suis prêt. Jusqu'à quel âge peut-on ouvrir un PER ? Et Martine nous dit, peut-on ouvrir un PER en étant à la retraite ? Alors, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour ouvrir un PER ? Alors, dans la loi en tant que telle, non. Oui. En revanche, chez Bourseau, il y a une décision commerciale qui a été prise, c'est de ne laisser la possibilité d'ouvrir un PER finalement qu'aux personnes qui ne sont pas en retraite. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait y avoir un rattrapage de l'administration fiscale, éventuellement, c'est un mais sujet aussi... qui est très discuté en ce moment. C'est justement. un sujet en ce moment, effectivement, on parle même de mettre un âge plafond, 70 ans, 72 ans. En tout cas, nous, on a fait ce choix chez Bourseau. Pour nous, c'est vraiment un plan pour préparer la retraite. Donc voilà, il faut être en activité pour ouvrir un PER chez Bourseau. On va peut-être y revenir, mais Danse nous demandait quels sont les cas de déblocage anticipé possible du PER, puisqu'on l'indique dans la slide, on dit cas de force majeure, achat de la résidence principale. Peut-être on peut développer un peu les cas de force majeure. Enfin déjà, on peut dire achat de la résidence principale, ça marche. Tout à fait. Oui. Contrairement souvent aux anciens contrats d'épargne retraite, le PER1 est possible, permet en tout cas ce déblocage anticipé en cas de premier achat de la résidence principale. Et il va appliquer donc une fiscalité qui sera la même que celle en capital à 100%, c'est-à-dire une fiscalité IR plus un prélèvement forfaitaire unique, une imposition sur les plus-values générées à ce moment-là, à cette sortie-là. Et il y a aussi évidemment les cas de force majeure qui sont propres à tous les contrats assurantiels finalement. Question de O37. À partir de quand est-il possible d'utiliser les fonds placés sur son PER au moment de son départ effectif à la retraite ou à l'âge légal de départ à la retraite ? Ah, c'est intéressant ça. Alors c'est très intéressant et c'est vraiment au moment du départ à la retraite. Ok, au moment du départ à la retraite. Autre chose à dire sur cette slide ? Non, on a tout dit à peu près. Non, je crois qu'on a tout dit. On va peut continuer. Passer aux caractéristiques de matelas. Tout à fait. Ouais. L'accessibilité donc, du PER1 matelas. Donc pour reprendre, le PER1 matelas est disponible 100% accessible, oui. Voilà, je l'ai déjà dit en plus, 100% en ligne via le parcours d'ouverture de Bourseau, comme le parcours de transfert également, moyennant une somme d'ouverture initiale de 150 €. Mais vous le verrez, il y a aussi des intérêts à augmenter ce versement initial parce qu'en ce moment, il y a des offres commerciales pour l'ouverture d'un PER1 matelas chez Bourseau. Vous spoilez un peu la surprise. Écoutez, je ne donne pas les montants. Allez, voilà, j'en garde un petit peu. de ne pas avoir entendu. Et vous avez aussi la possibilité, là c'est très intéressant, c'est de réaliser un versement qui est programmé tous les mois à partir de 50 €. Et vous le verrez, les unités de compte de ce fameux PER1 matelas sont également accessibles à partir de 50 € par unité. Bon, on le sait, le PER1, c'est pour préparer sa retraite, c'est le temps long. Et qu'est-ce qui vient grignoter la performance sur le temps long ? Ce sont les frais. Alors attention aux frais. Chez Boursorama, on a pris ce mot au pied de la lettre. Ouais, tout à fait, Laurent. On a des frais qui sont assez bas puisqu'on a 0,50% de frais de gestion, donc de base sur le contrat. Ensuite, si on opte pour une gestion à horizon ou une gestion un petit peu pilotée, là c'est un horizon parce que c'est propre à cet objectif de préparer la retraite, mais on est globalement autour de 0,90 à 1,02% sur ce PER1 matelas, donc c'est assez faible. Et aussi, j'aimerais le rappeler, il n'y a pas de frais d'entrée à l'ouverture, de frais de versement, de frais d'arbitrage, et tout cela se fait en ligne. Bon, voilà, et on peut laisser la slide réapparaître un petit peu sur les frais pour les gens qui n'auraient pas eu le temps de tout voir éventuellement, avant de passer, voilà, merci beaucoup à la régie, avant peut-être de passer à l'autre, parce qu'on peut se dire, bon, ça a l'air super intéressant, mais est-ce que finalement ce produit est bien destiné justement à qui s'adresse le PER1 matelas ? Est-ce que tout le monde est potentiellement concerné ? Alors oui, tout le monde est concerné. Il y a plein d'enveloppes fiscales et d'investissements en France. Il y a le PEA, l'assurance vie, le compte titre également, mais qui permettent tous de poursuivre des objectifs différents. Là, l'objectif, c'est vraiment de préparer sa retraite. Je pense qu'on est tous concernés par la retraite. On a des prélèvements sociaux tous les mois sur nos salaires, qu'on soit salariés ou non salariés d'ailleurs, qui contribuent à ce fameux système de répartition. Et ici, avec le plan épargne retraite individuel, finalement, on rend à l'épargnant, aux travailleurs, cette possibilité de préparer sa retraite avec un autre système qui est la capitalisation, qui permet aussi d'avoir finalement des rendements un petit peu différents.
et d'investir aussi sur l'économie française, européenne, pour préparer sa retraite et profiter des rendements plutôt liés à la santé de l'économie, donc à la bourse en général. Question aussi, ou en tout cas attrait du Perrin, c'est que dans ce contrat, on va retrouver différents supports et autres. Ça peut paraître un peu technique, ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude, sauf que là, il y a 2 modes de gestion, une gestion pilotée, une gestion libre. Petit rappel du fonctionnement et des différences entre les 2 systèmes. Oui, tout à fait. Alors, je parlais de la gestion pilotée. En fait, elle est plutôt à horizon dans le cadre du Perrin Matelas, puisque lorsqu'on ouvre ce fameux plan épargne retraite, si on l'ouvre jeune, on est très loin de la retraite. Donc, naturellement, la gestion horizon, c'est un horizon long terme. Et donc, qui dit long terme, dit finalement allocation un petit peu plus risquée. Donc, souvent sur des supports actions et qui permettent de maximiser le rendement, puisque le fameux couple rendement-risque à horizon long terme paye souvent beaucoup plus. Et ensuite, donc ça c'est pour la gestion à horizon, on le voit, il y a des performances et il y a 3 profils. Ces profils, ils sont recommandés lors de l'ouverture. On va vous inviter à répondre à un certain nombre de questions. Et en fonction de vos réponses, de votre profil investisseur finalement, on va vous conseiller, vous recommander en tout cas 3 profils, un prudent, un équilibré, un dynamique. Et en fonction de votre choix et de la distance finalement qu'il y aura entre votre âge et l'âge de votre départ théorique à la retraite, vous aurez ces 3 profils qui proposent des performances un petit peu différentes. Elles sont à l'écran. Comme on a cette gestion à horizon qui est très action et action internationale chez Bourseau, en partenariat avec BlackRock d'ailleurs, vous allez avoir des rendements qui sont assez élevés puisqu'on va vraiment investir cette gestion sur tout le panel des actions internationales. Bon, on rappelle bien sûr que c'est un produit qui présente un risque de perte en capital et que les performances qu'on vous a indiquées ici sont des performances passées qui ne préjugent pas des performances futures. Pour quelqu'un qui se dirait, Thomas, ok, je vais déléguer ma gestion, mais j'aimerais savoir un petit peu de quoi sont composés ces mandats, si on rentre un petit peu sous le capot. Alors, si on rentre sous le capot, j'ai parlé d'actions internationales. Donc, il y a majoritairement, lorsqu'on est plutôt dynamique et loin de la retraite, des actions américaines notamment. Il y a des actions européennes, françaises. Il y a également d'autres produits qu'on appelle des obligations, qui sont finalement des dettes. Il y a des obligations d'État et d'entreprise, donc qui permet un petit peu de mesurer finalement ce risque. Si on est sur le profil prudent, on va avoir beaucoup plus d'obligations au sein de la gestion à horizon. Et donc, ça va permettre aux gérants, BlackRock, de mesurer finalement le risque pour préparer au mieux sa retraite et dérisquer avec également, plus la retraite approche, plus on va baisser le risque avec des obligations et du fonds en euros. Bon, c'était une question d'Elo. Hein. Est-ce que le PER Matelas est un placement sans risque? Non, ce n'est pas un placement sans risque. Mais comme Thomas l'a dit, c'est un risque qui à la fois est évolutif dans le temps et puis qui est maîtrisé et qui dépend aussi surtout de ce que vous allez répondre au départ et du profil que vous allez choisir si vous êtes en gestion pilotée et si vous acceptez plus ou moins la part de risque qui va avec. Ça, c'est pour ceux qui voudraient de la gestion pilotée. Et puis il y a ceux qui se disent, finalement, moi, je me sens capable, j'ai envie. Donc là aussi, on propose de la gestion libre et je vous pousse cette question qui est tombée aussi, qui nous disait quelle est la différence entre par euro et par unité de compte, comment choisir? C'est une question de Vébo. Alors là, ça concernera plus la gestion libre, justement. Alors là, on est plutôt en gestion libre. Je le disais tout à l'heure, il y a des... alors là, c'est la transition parfaite également avec le fonds en euros. Donc, on a une offre sur le fonds en euros qui, à partir de 3 000 € de versement, vous permet donc de bénéficier d'un taux boosté. Vous allez pouvoir, au sein de votre Perrin Matelas, mettre 50% de l'allocation, donc des sommes disponibles sur votre Perrin Matelas, en fonds en euros, donc en gestion libre. L'autre partie, vous devrez obligatoirement le mettre sur des supports en unité de compte. Donc là, on est en dehors totalement de la gestion horizon. On est vraiment sur la partie libre du Perrin. À noter également que vous pouvez changer en cours de vie. Vous pouvez passer de la gestion horizon vers une gestion libre et inversement. Et donc, dans cette gestion libre, il y a le fonds en euros et également à peu près 70 supports en unité de compte qui vous permet d'investir donc, sur des fonds qui souvent vont détenir des actions et des obligations. Il y a également des fonds indiciels qui vont traquer des indices. Des ETF? Des ETF, voilà, des fonds d'ETF en tout cas, pour ce Perrin Matelas. Et des ETF dans la gestion à horizon, mais ça, c'est vraiment piloté, c'est à part. Il y a des supports immobiliers pour vous diversifier. Je crois qu'il y a Mistral Sélection, enfin Sophie Dynamique. On ne va pas passer sur tous les supports. Mais en tout cas, vous avez vraiment cette capacité de vous diversifier. Lorsque vous choisissez la gestion libre, finalement, c'est vous qui composez et c'est vous qui faites votre propre diversification.
Bon, Mélusine nous demandait, est-ce que l'argent qu'on verse sur le PER est bloqué? Oui, en Oui. théorie, il est bloqué. Il y a effectivement... C'est les cas qu'on a évoqués. À part la résidence principale, avec les conditions de fiscalité qui sont applicables, parce que ça ou les reste cas une de force sortie, majeure. ou les cas de force majeure, effectivement, c'est l'argent qui est bloqué. Bon, voilà pour la présentation du produit. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser une question. Moi, j'en ai une. Comment on souscrit? Simplement, j'espère. On souscrit très simplement, j'en parlais tout à l'heure, il va falloir répondre à ce petit questionnaire finalement qui va nous permettre en tout cas de vous fournir notre recommandation, d'établir votre profil investisseur que vous pouvez bien sûr revoir dans le temps. Donc vous choisissez entre la gestion horizon prudent, équilibré, dynamique ou la gestion libre que j'ai présentée précédemment. Vous effectuez le versement initial de 150 € ou plus si vous souhaitez bénéficier de notre offre commerciale. Et ensuite, votre père en matelas, sous quelques jours, Oradea, notre partenaire assureur, fera l'ouverture de votre contrat. Bon, vous l'avez divulgaché, mais tant pis, c'est pas grave. Ce serait encore plus sympa d'ouvrir ce Perrin matelas avec une petite offre. Allez, c'est bientôt Noël. J'ai pas donné les montants, mais effectivement, alors il y a effectivement une offre commerciale. Je crois qu'elle est de 100 € pour toute adhésion entre 500 et 2000 €. Entre 2000 et 3000, je crois que c'est 200 €. Et à partir de plus de 3 000 € de versement initial, vous avez 300 € offerts. Donc si vous mettez 3 000, c'est 10% d'offert Qu'est-ce sur qu'on dit votre en régie? On matelas. dit que vous dites une bêtise. D300, c'est ça? Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon? Je l'ai? Ok, pas, super. Et attention quand même, je tiens à le répéter aussi, ce qui est acquis aujourd'hui, les avantages fiscaux, etc. Et cette offre commerciale, c'est disponible jusqu'au 22 décembre. Ouais, justement, il y avait une question qui est tombée. Quelle est la date limite de versement sur le PER pour défiscaliser sur l'année 2025? On le rappellera, mais c'est peut-être l'occasion de le dire aussi. Alors, je peux le rappeler, bien sûr. Pour l'offre commerciale, c'est le 22 décembre, parce qu'il y a bien sûr un partenaire assureur. Donc, le temps qu'on verse sur ce contrat bourseau, il faut aussi qu'il soit créé, ce contrat, pour être compté sur l'année fiscale 2025. Il y a les versements, si on a déjà un contrat. Là, c'est plutôt autour du 26 décembre. Mais je vous inviterai quand même plutôt à effectuer vos versements le plus tôt possible, justement pour être sûr de bénéficier de ces avantages. Bon, Mimi qui nous regarde, dit peut-on suspendre les versements programmés? Bah oui, parce qu'on peut des fois les mettre en place, puis bon. Vous pouvez. Moi, je vous conseille plutôt, en tout cas, je vous recommande de les laisser en place parce que si les marchés baissent, vous pourrez toujours acheter avec le même montant à moins cher sur les unités de compte ou sur la gestion à horizon. Bon, Mais voilà. vous pouvez les suspendre si vous le souhaitez. Ouais. Et des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est des choses, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Tout à fait. On referme cette page du PER, ça ne vous empêche pas de poser des questions toujours sur le sujet, et on va ouvrir celle des FIP FCPI. Ça, c'est là où Mathieu rentre dans l'arène, prêt à tout nous expliquer sur ces deux produits. Et puis tiens, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, nous expliquer qui est Vatel Capital, notre partenaire, nous, que Boursorama distribue ces produits. Exactement, donc merci pour cette invitation. Donc Vatel Capital, c'est une équipe d'investissement. On appelle ça une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. D'ailleurs, que je salue l'équipe au passage, je leur ai promis. Je ne faisais pas les autres fois, donc là, d'accord, bon, alors on les salue. Donc je les salue. On ne fâche pas avec parce que nous sommes une équipe et c'est une réalité. Et le métier de Vatel, c'est d'investir. Donc nous, notre rôle, c'est de convaincre plutôt des investisseurs de nous confier des capitaux que nous allons ensuite investir, notamment et en particulier dans les PME en France, puisque c'est notre métier à nous d'accompagner la croissance d'entreprises françaises. Et du reste, nous, on fait ça depuis 18 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Et nous sommes partenaires de Boursorama depuis nos débuts. Donc on est ravis de continuer ça. Bon, voilà pour la présentation de Vatel. Maintenant, on rentre dans le dur. FIP, FCPI, carte d'identité. C'est ça, donc c'est la période. Traditionnellement, en fin d'année, on fait des cadeaux assez proches. Voilà, et on peut se faire des cadeaux à soi aussi en essayant de réduire un petit peu sa pression fiscale, pourquoi pas. Il y a des envies en ce moment, notamment, de faire ça. Et pour ce faire, il existe des dispositifs qu'on appelle donc des FIP FCPI. Alors, pour commencer par les éléments communs en fait, à ces véhicules-là, un FIP ou un FCPI, c'est un fonds d'investissement, je vais décrire plus précisément après, qui appartiennent à une famille dite des FCPR, fonds communs de placement à risque. Le nom fait bien peur, donc on commence là, comme ça, c'est pas mal tout de suite, là on a envie de trembler. Mais c'est leur nom et donc il faut le dire. Donc les FIP FCPI sont des FCPR. En fait, un FCPR, c'est quoi? C'est un fonds qui est agréé par l'autorité des marchés financiers, qui fait appel public à l'épargne, donc accessible à monsieur et madame tout le monde. Et donc les FIP FCPI sont un sous-ensemble de FCPR.
Pour rester sur les points communs, ils ont le même objectif, ils poursuivent le même objectif pour un investisseur, à savoir de diversifier ses placements en allant, c'est pour ça que je parlais de fonds fiscaux, en allant chercher une petite carotte fiscale, appelons ça comme ça, dans le cadre de cet investissement. Et puis le dernier point commun, c'est que les capitaux confiés sont bloqués pendant une certaine durée, on va y revenir, et également le capital n'est pas garanti, là aussi on va y revenir. Si je précise un tout petit peu le propos entre FCPI et FIP, qu'est-ce qui se cache derrière ces acronymes? Donc, FCPI, c'est assez parlant, Fonds commun de placement dans l'innovation. Donc là, on va investir très concrètement dans des sociétés dites innovantes, ce qui ne peut pas forcément dire des startups, je vais y revenir tout à l'heure. Cette catégorie de fonds et d'investissement, ce n'est pas nouveau, ça fait 28 ans que ça existe. Donc voilà, on va continuer à le faire et donc on le propose cette année. Les FIP, ce sont les petits cousins des FCPI. Le nom est un peu moins parlant, fonds d'investissement de proximité. Là, la contrainte du fonds ne va pas être de chercher de l'innovation, mais va être de cibler une zone géographique. Donc ce qu'on va trouver dans un FIP, c'est des investissements, des entreprises sur lesquelles on investit, qui sont dans une zone en particulier. Il se trouve que nous, chez Vatel Capital, on investit sur une zone très particulière qui est la Corse depuis nos débuts, et donc on va continuer à le faire. L'esprit de ces fonds-là, c'est quoi? C'est de dire, on va, vous investisseurs, vous épargnants particuliers, vous inciter à placer sur ces fonds-là avec un avantage fiscal, dans le but d'accompagner la croissance d'entreprises de type PME, donc innovantes ou régionales selon les deux catégories. Et ça, c'est un point important parce que déjà, ça fonctionne bien, je vais y revenir, et deux, le monde des PME en France, on en parle beaucoup comme une espèce de nom comme ça, une pièce qu'on jette en l'air. Ça compte pas pour du beurre en France. Les PME, c'est à peu près 150 000 entreprises, c'est 4 millions d'emplois, c'est un quart de la valeur ajoutée créée en France. C'est autant d'emplois que les quelques 300 grandes entreprises qu'on voit un peu partout. Donc le tissu, ce qu'on appelle nous le tissu économique du quotidien, ce sont vraiment les PME. Ces PME, elles ont besoin qu'on les accompagne, elles ont besoin d'alternatives aux solutions bancaires pour se financer. Et c'est exactement l'objet de ce type de fonds qui va aller capter de l'épargne du tout un chacun, de nous tous ici, pour aller justement appuyer leur développement, leur donner des moyens complémentaires pour se déployer. Donc c'est ça en fait les FCPI et ce qu'on y trouve finalement à l'intérieur. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pour les entreprises, ça fonctionne bien pour les épargnants. C'est l'année dernière un peu moins de 400 millions d'euros qui ont été captés par ce type de fonds, qui sont directement déployés dans les PME. Sur les 5 dernières années, c'est un peu plus d'1,7 milliard. Donc on ne parle pas de petites sommes qui sont mises au profit justement de ce fameux tissu économique du quotidien. Et pour les investisseurs, ça fonctionne aussi. On va le regarder aussi avec les performances, parce que quelqu'un qui nous confie de l'argent, il ne veut pas juste de la philosophie, il veut du concret. Et qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ces véhicules-là. Voilà. Bon, voilà pour cette explication très complète. Je le disais, le contexte actuel, ça discute beaucoup, y compris au sujet des FIP FCPI. Est-ce qu'il y a des changements en cours à attendre? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, bon, c'est un peu sport en ce moment. Donc, quand c'est sport, il faut se tranquilliser. Pour se tranquilliser, il faut s'appuyer sur ce qui est certain. Aujourd'hui, vis-à-vis des FIP et des FCPI, ce qui est certain, c'est que le législateur a instruit dans la loi de finances précédente, je ne parle pas de la future, la précédente, qui est actée, le fait d'avoir un petit supplément d'âme en matière de réduction d'impôts, puisque pour reprendre les propos de Tatiana, là on travaille sur de la réduction d'impôts, on regardera tout à l'heure. La réduction d'impôts était à 18% l'année dernière, elle passe à 25% cette année. Donc là, il y a un petit coup de boost un peu sympa. Petit coup de boost qui est intéressant et important à spécifier, puisque en l'état actuel des choses, le dispositif FCPI s'éteint l'année prochaine. Donc il y a un petit effet d'aubaine de dire, voilà, c'est une niche fiscale qu'on veut quelque part sortir du jeu. Eh bien, il y a encore cette possibilité cette année, et ça, c'est du certain. On n'est pas en train de phosphorer. Sur la partie FIP, il n'y a pas de changement, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté à attendre là-dessus. Et l'idée du gouvernement, à date des réflexions, c'est de recentrer les dispositifs de ce type-là vers notamment des entreprises très jeunes, qu'on appelle les jeunes entreprises innovantes, les JEI, ce qui connote d'une notion de risque peut-être un tout petit peu différente, mais voilà, ça on fera le point quand ce sera le moment de faire le point sur le sujet. Bon, peut-être un webinaire dès le début de l'année prochaine, on ne sait pas. En tout cas, en attendant, on va rappeler les caractéristiques à avoir en tête, que ce soit en termes
termes de risque, d'avantages et de plafonds, parce que ça, c'est vraiment important. Exactement, donc Tatiana l'a évoqué tout à l'heure, on est là donc sur de la réduction d'impôt, on n'est pas sur un crédit d'impôt, donc ne souscrivez pas trop par rapport à votre montant à payer aux impôts. Premier point. Deuxième point, ça s'inscrit bien dans le fameux plafond des niches fiscales de 10 000. Oui. Donc ça, faites bien attention à ça, puisque si vous explosez votre plafond à travers la réduction d'impôt qu'on propose là, vous ne pourrez pas le reporter sur l'année qui suit. Ouais. Donc faites bien votre calcul là-dessus. Ouais. L'outil Bourso Banque est très bien fait, donc vous pourrez éviter les écueils dans ce cas de figure. L'autre point qui vous permet d'éviter les écueils, sachez que le recours à ce type de fonds est plafonné également en montant à souscrire. C'est-à-dire qu'un investisseur, si je suis par exemple en imposition unique, non commune, je ne peux pas mettre plus de 12 000 €, c'est réglementaire, c'est dans le bulletin, c'est en dur, sur un fonds de ce type-là. Quand je suis en imposition dite commune, donc marié ou pacsé, je peux monter au double à 24 000. Donc déjà c'est plafonné, donc les montants de réduction d'impôt sont de fait plafonnés de par ces plafonds de montant à souscrire. Voilà. Les réductions d'impôt, quelles sont-elles? Donc, on est à 30% de réduction d'impôt sur le montant souscrit sur les FIP. Donc 10 000 €, j'ai 3 000 € qui viennent se réduire de mon impôt à payer. Oui. On ne travaille pas sur l'assiette imposable, on travaille vraiment sur le montant à payer aux impôts. Oui. Sur les FCPI, je l'évoquais tout à l'heure, cette année, 25%, donc plutôt petit boost. Et un autre élément qui est souvent oublié, mais qui a son importance dans notre cas, c'est que quand le véhicule va se dénouer, donc il va être remboursé à l'investisseur, la plus-value, le capital n'est pas taxé évidemment, et la plus-value ne sera taxée qu'à l'aune de ce qu'on appelle les prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui à 17,2. Donc là, bon, je ne me projette pas, mais on est aujourd'hui à 17,2 sur les prélèvements sociaux. Attention, cet argent que vous placez sur ces véhicules-là, vous ne devez pas en avoir besoin, puisque je le disais tout à l'heure, l'argent est bloqué. C'est 6 ans fixes pour le FCPI. Oui. C'est 7 à 9 ans sur la partie FIP. Et idem, il y a un risque donc, de perte en capital, risque de liquidité de fait, de par la période de blocage. Bon, voilà, très clair. On va continuer à parler FIP, FCPI, mais je vois qu'il y a des tas de questions qui sont en train de tomber sur le PER, ne vous inquiétez pas. Hop, j'en valide une autre. On va bien sûr y répondre. C'est bon, Thomas, prêt? Toujours prêt. Bon, super. On va continuer un petit peu sur les FIP, FCPI en attendant pour voir ceux qui sont disponibles chez Boursobank. On a un FCPI et un FIP, ça tombe bien. Exactement, donc un FCPI qui s'appelle Dividende Plus 13, disponible d'ores et déjà jusqu'à la fin de l'année. Qui lui donc a une durée de 6 ans fixe, qui va investir donc dans des PME innovantes. On va retrouver une vingtaine d'entreprises financées dans un véhicule de ce type-là, avec un mix d'allocations entre de l'action et l'obligation convertible. Je vais passer rapidement là-dessus, dans des domaines assez variés. On a fait des vidéos spécifiques. Vous pouvez retrouver sur le portail Boursorama si vous vous intéressez à un de ces produits. Elles sont dans la rubrique bourse, vous les retrouvez facilement et on fait littéralement la présentation de chacun de ces fonds. Exactement, et donc dans un FCPI, cette vingtaine d'entreprises sont plutôt des entreprises matures. Souvent, c'est un espèce de faux ami autour de l'investissement innovant où on rattache ça à de la start-up. Ce n'est pas notre cas, donc on fait vraiment l'entreprise mature. Dans des domaines variés, donc ça va être la santé. Alors oui, le numérique, il y a de l'innovation, donc on va en trouver, mais on aime beaucoup, nous par exemple, les PME industrielles un peu partout en région, et tout ce qui va tourner autour des énergies nouvelles, énergies alternatives, ce sont des sujets qui nous animent également. Sur la partie FIP, donc c'est le FIP Qualisté Capital numéro 18. Pourquoi Qualisté? Parce que c'est le nom antique de l'île de Beauté, il faut le dire. Là, l'idée, c'est de financer une petite quinzaine d'entreprises dont le siège social est basé en Corse, sur l'île de Beauté. C'est la contrainte régionale de notre FIP, avec toujours un mix entre de l'action et de l'obligation convertible, ça, je passe là-dessus, dans principalement du tourisme en termes de secteur d'activité. C'est ce qui anime beaucoup l'île de Beauté, notamment en dynamique de développement. On va retrouver également services aux entreprises, un peu d'énergie nouvelle, puisque l'ossature de l'île s'y prête. De la santé également, notamment sur la dépendance. Bon, voilà. Leur numéro le laisse deviner, ce ne sont pas les premières générations de fonds que vous commercialisez. Et vous le disiez, la déduction fiscale, c'est bien. En tout cas, l'avantage fiscal, c'est bien. La performance,
C'est mieux. Alors justement, petit focus sur les performances qu'on peut attendre. Encore une fois, je rappelle que les performances passées préjugent pas des performances futures, mais sur ces deux types de fonds, on commence peut-être par les FCPI. C'est ça, je me mets dans la peau d'un internaute, c'est très bien, c'est gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on gagne? Parce qu'à la fin des fins, c'est un peu ça qui va nous intéresser. Déjà, vous partez pas avec un boulet à la patte, notamment grâce au truchement de Boursorama, puisque Boursorama ne positionne pas de frais d'entrée. Donc vous souscrivez au FIP et au FCPI, vous n'avez pas de point de retard lié à des frais d'entrée. Donc ça, c'est déjà une première vertu qui me semble importante à préciser. Historiquement, vous le disiez, nous on a fait plusieurs véhicules FIP et FCPI. Sur les FCPI spécifiquement, aujourd'hui on a remboursé 12 FCPI aux investisseurs qui nous ont fait confiance. Sur ces 12, 11 l'ont été en plus-value hors avantage fiscal. D'accord. Celui qui avait été en moins-value, c'était hors avantage fiscal, je précise le point. Celui qui avait été remboursé en moins-value, je le dis, c'est pas sur les slides, mais c'était moins 2%. Donc avec l'avantage fiscal, tout le monde a gagné de l'argent à investir avec Vatel sur des FCPI. Si je fais un tout petit chèque avec avantage fiscal, ça fait une performance moyenne. C'est-à-dire que si j'avais souscrit à tous les millésimes, je fais 35% un peu plus de performance à échéance avec l'avantage fiscal, ce qui est plutôt sympa. Si je fais un peu de prospective, donc là, il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Je ne suis pas en train de vendre une sûreté, une garantie. Une garantie, bien sûr. Historiquement, on a plutôt été au-dessus de ces seuils-là, mais les performances passées ne présagent pas du futur. Si je raisonne en TRI, parce que souvent les investisseurs comparent ça, j'ai 1,70 sur mon livret A, combien je gagne à faire ce genre de truc. Si moi je vous rends le capital à l'échéance, donc la performance ne se fait que par le truchement de l'avantage fiscal, ça fait un TRI, donc un taux de rendement annuel de 3,77. C'est plutôt regardable. Ce qui est déjà pas mal. Si je fais moins 10, mauvais millésime, ça ne nous est pas arrivé à date, ça fait quand même 2,36 net, je dis net d'impôt. Et si je fais plus 10, ça fait 5,10 de TRI, donc ce qui est tout à fait entendable pour un investisseur. Ça, c'est pour la partie FCPI. Okay. FIP ? Sur les FIP, donc scénario un peu différent dans la mesure où déjà les FIP étant plus longs en durée, on a remboursé moins de fonds aujourd'hui, donc on va rembourser notre 7e FIP aujourd'hui. Donc l'avantage, la performance avec avantage fiscal est supérieure. Pourquoi ? Parce que historiquement, les FIP Corse permettaient d'aller jusqu'à 50% à l'époque de réduction d'impôt. Donc évidemment que la performance avec avantage fiscal est plus sympa. Le résultat hors avantage fiscal est un peu moins à l'avantage des FIP Corse, il faut le dire, sur les fonds remboursés. On est plutôt entre plus 10 et moins 10 aujourd'hui. D'accord. Quand sur les FCPI, on peut aller bien au-delà en termes de performance. Ce qui fait malgré tout, c'est ce que je mettais sur le slide là, si je rends le capital au terme, ça fait 2,93 net d'impôt. Si je fais moins 10, ça fait 2,04. Si je fais plus 5, ça fait 3,37. Donc là aussi, ça donne des indications. Je ne suis pas en train de faire de promesses, mais des indications sur ce qu'on peut attendre de ce type de placement. Bon, voilà, explication très claire en tout cas. Il l'a déjà dit un petit peu, Mathieu, mais pourquoi on aurait envie de souscrire des FIP FCPI chez Boursorama plutôt qu'ailleurs, Thomas ? Alors, il y a des points communs avec le PER. Tout d'abord, il y a un parcours 100% en ligne. C'est quand même assez simple. Il suffit juste de détenir un compte titre, là encore, 100% en ligne, sans condition de versement à l'ouverture. Et ensuite, pour investir sur les FIP et les FCPI, il n'y a pas de droit d'entrée appliqué par Boursorama. Les FIP comme les FCPI sont accessibles à partir de 1 000 €. Ils vous permettent effectivement d'obtenir cette réduction fiscale. On fournit un bulletin de souscription. Je crois que Vatel fournit également une attestation fiscale à nos clients pour justifier de cette réduction d'imposition. Et en plus de ça, vous profitez de ces produits dans votre compte titre avec toute la détention et le sérieux que peut appliquer Boursorama et son dépositaire. Bon, Gia nous demande quelles sont les dates butoirs pour les FIP et les FCPI en 2025. C'est le 28 décembre. 28 décembre. Tout à fait. Il va falloir noter un paquet de dates sur la fin de... à minuit, voilà. Mais le plus tôt est le mieux en tout cas. Oui. Donc voilà, on n'est pas obligé d'attendre la date butoir. Tout à fait. Bon, je suis convaincu par l'intérêt de souscrire chez Boursorama. Maintenant, là aussi, question très concrète, la logistique du dernier kilomètre, comment je fais pour souscrire ? Alors, comment on fait pour souscrire ? C'est assez simple. Il y a une page sur le site Boursorama. Vous avez normalement reçu une invitation à ce mail. Vous allez avoir un lien, je crois, également dans le chat. Il suffit de cliquer, a priori. Il suffit de cliquer sur la page. En cliquant sur la page, il y a un bouton rose qui s'appelle « Découvrir », je crois, et qui vous renvoie directement
sur finalement les fiches, les cartes d'identité des fonds, avec la zone géographique, une vidéo de présentation également du fonds, Laurent en a parlé précédemment, oui. Et ses caractéristiques principales, ses frais de gestion, son horizon, sa durée de blocage et son horizon de remboursement, et également toute la stratégie du fonds. Voilà. Et donc également dans le parcours de souscription, vous aurez quelques documentations, notamment le document d'information clé, le règlement, le bulletin de souscription. Mais normalement, si on a bien fait notre travail, il y a tout sur les pages, sur les vidéos et dans le parcours de souscription. Et pour vous donner une dernière astuce, un dernier coup de main, donc c'est 1 000 €. Les parts du fonds sont à 100 € de valeur liquidative initiale. Et il suffit donc d'indiquer son nombre de parts. À partir de 10 parts, j'investis 1 000 €. Mais ensuite, en fonction donc, du montant rentré, vous avez ces plafonds de 12 000 ou 24 000 € en fonction du FIP ou du FCPI. Bon. Et j'aimerais ajouter quelque chose de très important. Ça vaut également pour le PER, mais on a des simulateurs qui vous permettent de simuler l'abattement fiscal ou la réduction fiscale et qui vous permettent d'apprécier au mieux, en fonction de vos revenus et de vos objectifs, l'investissement à consentir sur ce type de fonds ou sur le PER. Bon, on mettra de toute façon le lien vers ces produits dans le replay du webinaire qui sera en ligne d'ici quelques jours. Et dans le chat. Et dans le chat. Et Clément nous dit, est-il possible d'investir dans un FIP ou un FCPI via une assurance vie ou un PEA Boursorama ? Non, c'est un fonctionnement différent. C'est uniquement accessible en compte titre, dans les comptes titres Bourso. Bon, on a parlé de défiscalisation ce soir. On a commencé avec Tatiana par parler de la déclaration de revenus qui revient chaque année. Petit rituel là aussi. On va faire l'exercice jusqu'au bout. Une fois que j'ai souscrit à ces produits, comment je déclare mes déductions, mes réductions d'impôts ? Alors, comment je les déclare ? Donc, c'est un petit peu différent. En théorie, je dis bien en théorie, vos versements sont reportés par l'assureur, en tout cas, sur votre déclaration fiscale. En revanche, dans la pratique, il vaut mieux quand même vérifier le montant de ces cotisations sur l'année fiscale, donc là, sur l'année 2025 en l'occurrence, pour être certain d'avoir l'abattement qui est normalement dû par l'administration fiscale. Pour ce qui est des FIP FCPI, c'est le versement, donc l'investissement finalement, qui a été consenti sur l'année fiscale, qui est à indiquer en principe. Je pense qu'on peut la mettre en plein pot cette slide, pour que bien tout le monde... Voilà, merci beaucoup à la régie, pour que tout le monde puisse bien lire. Et en cas d'enquête, donc, en tout cas de justificatif, vous avez bien le bulletin de souscription Boursobank qui sert à prouver votre investissement et l'attestation fiscale également fournie par Vatel. Bon, ben voilà. Les cases, voilà, vous avez les numéros 7 GQ, je crois. Allez, on peut la remonter. Allez, on la remonte. Ça peut changer, voilà. Attention, FIP, c'est bien le FIP Corse. C'est pas reporté automatiquement, contrairement au PER, voilà. Donc il faut bien le renseigner. Donc c'est ce pourquoi on envoie une attestation fiscale aux alentours du mois d'avril, un peu avant le top départ des déclarations, pour que les investisseurs qui ont oublié se souviennent bien qu'ils ont ce montant à reporter dans la déclaration. Ce serait quand même dommage de faire tous ces efforts pour se louper dans la dernière ligne droite. Et puis on rappelle les dates parce qu'on sait qu'elles sont importantes. Dernière slide sur effectivement les échéances pour défiscaliser ces revenus perçus en 2024 sur le PER et sur les FIP FCPI. Allez, on le redit encore une fois. On le redit effectivement. On ne pourrait pas dire qu'on n'a pas fait le job là-dessus. Le plus tôt est le mieux, surtout pour le PER, parce qu'il y a ce partenaire assureur avec qui on travaille, donc il y a un petit délai d'ouverture quand même. C'est pour ça qu'on met quelques jours avant le 31 décembre chez Bourso, pour être certain que vous bénéficiez bien de vos abattements ou de vos réductions. C'est le 26 pour le PER à matelas. Le 22 quand même pour l'offre, je tiens à le repréciser. Oui. Et pour les FIP FCPI, là c'est immédiat, donc vous avez jusqu'au 28, même dans la soirée, mais là encore, le plus tôt reste le mieux. Je vous laisse reprendre votre souffle, Thomas ? On peut continuer, c'est comme vous voulez. Allez, plein de questions qui sont tombées, on y va. Mimi nous demande, mais c'est qui votre partenaire assureur ? Notre partenaire assureur, c'est Aura DAVI, qui est en fait une filiale du groupe SG Assurance, ou en tout cas une entité du groupe SG Assurance, et donc c'est Société Générale, notre partenaire assureur. Bon, Valérie nous demande, peut-on changer de profil en cours de route ? Je pense qu'elle parle notamment de la gestion pilotée, j'imagine, sur le PER. Tout à fait. Dans tous les cas, on va vous inviter une fois par an à revoir votre profil investisseur et vous refournir une nouvelle recommandation. Vous pouvez changer de profil et passer aussi en gestion libre. Gégé nous demandait, alors je pense que quand il parle du dispositif, je pense qu'il parle du PER, pourquoi le PER présente-t-il un risque de perte en capital ? C'est l'occasion de rappeler peut-être ce qu'il compose
Et pourquoi ça présente un risque de perte en capital? Eh bien, de par les actifs sous-jacents, qu'on soit finalement en gestion à horizon ou en gestion libre, l'ensemble des supports qui sont proposés présentent un risque de perte en capital, que ce soit des actifs qui soient cotés en bourse comme les actions ou les obligations, comme les actifs qui ne sont pas cotés en bourse. On a parlé FCPR, SCPI également. Il y a toujours un risque de perte en capital avec ce type de contrat. Et en contrepartie aussi d'une certaine performance finalement. Oui. Surtout sur le temps long d'investissement, sur le PER. KM nous demandait, y a-t-il des droits d'entrée à chaque versement sur Matelas? Il n'y en a aucun. Voilà. Ni frais d'arbitrage. Ni droit d'entrée, ni frais d'arbitrage. Oui, déjà inclusé une bonne partie de la liste de questions. Le Colombier qui nous disait comment dire aux impôts qu'on utilise le plafond lors de l'adhésion au PER Matelas. Ça recoupe un petit peu ce qu'on a vu dans la dernière slide. Est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce qu'il faut que je le déclare? Comment ça se passe? Alors, pour trouver les plafonds cumulables, ça c'est bien sur votre déclaration. Oui, On va vous reporter les plafonds des 3 dernières années. Attention, il faut en profiter aussi cette année parce que ça fait partie des discussions sur la fiscalité en ce moment, ce fameux nombre de plafonds ou reports en tout cas. Donc vous le trouverez sur l'avis d'imposition et vous pouvez l'exploiter. Il y a le simulateur de Bourseau aussi qui vous permet de savoir quel est le maximum qu'on peut verser sur le PER. Ludivine nous dit « Bonjour, les frais pour la gestion pilotée sont-ils calculés sur les sommes placées ou sur les plus-values réalisées ?» C'est sur l'ensemble des capitaux qui sont placés. Oui. Voilà, sur l'ensemble des capitaux placés. Ça vaut pour le PER comme pour les FIP FCPI. C'est des frais de gestion. CMV nous dit si on est à 15 ans de la retraite, on est obligatoirement en gestion libre? Point d'interrogation. Non, vous pouvez faire les deux. Et voilà. En fait, tout dépend des objectifs que vous poursuivez. Je voulais également rajouter quelque chose sur les FIP FCPI qui me semble important. Certes, le PER chez Bourseau n'est pas accessible aux personnes qui sont déjà retraitées. Mais vous avez toujours la possibilité d'avoir cette défiscalisation avec les FIP FCPI aussi. Ça me semblait important de le dire. Et il y a également les mêmes simulateurs qui sont disponibles pour les FIP FCPI. Bon, Vebo nous dit, mais c'est quoi les frais d'arbitrage au juste? Il n'y en a pas non plus. Non, mais on peut expliquer ce que c'est. Ah, les frais d'arbitrage. Oui. Donc, vous avez des même unités si on n'a de pas compte chez nous. dans le plan épargne retraite, tout à fait. Lorsque vous réalisez un arbitrage, vous pouvez placer 50 € sur un fonds indiciel, une SCPI, etc. Et lorsque vous réalisez finalement un arbitrage, vous basculez d'un fonds indiciel vers un fonds géré activement, un OPCVM. Il y a un arbitrage qui est réalisé par l'assureur, Oradea, mais tout se fait en ligne sur votre contrat Boursorama et sans frais. Voilà. Il y a des frais d'arbitrage, ça existe, mais pas chez nous. Voilà, tout à fait. Voilà. Ça existe sur des contrats ailleurs, en tout cas, à la concurrence. Une question qui avait été posée par Julie au moment de l'inscription, je ne la retrouve pas là, mais je la trouve intéressante. Quel est l'intérêt du PER par rapport au PEA et par rapport à l'assurance vie? On le fait souvent, ce match, notamment PER Assurance Vie, peut-être un peu moins PEA, mais PER Assurance Vie, on le fait souvent. PER Assurance Vie, il y a des similitudes, effectivement. Il y a quand même cet avantage d'abattement fiscal qui est propre vraiment au PER, qui permet de poursuivre cet objectif de préparer sa retraite. L'assurance vie, c'est un petit peu différent. Il y a plutôt des exonérations, mais là, c'est en cas de legs finalement du contrat ou de décès ou de sortie en fin de vie. Donc ces 3 enveloppes-là permettent de poursuivre des objectifs qui sont différents et avec des conditions fiscales à l'entrée, à la sortie et en cours de vie qui sont également différentes. Un mot, Tatiana, sur ce match, peut-être PER Assurance Vie? Oui, si, je peux. Effectivement, c'est 2 produits qui permettent qui poursuivent des objectifs différents, oui, mais qui peuvent être aussi communs quelque part, parce que même avec une assurance vie, je peux me constituer un complément de revenu pour la retraite. C'est quelque chose sur lequel je vais verser, je vais pouvoir me constituer une épargne. C'est vrai qu'avec le PER, il y a cet avantage. De levier, oui, tout à fait. De levier, avec cet avantage fiscal que l'on peut avoir. Donc, il y en a un, on va dire, c'est plutôt une enveloppe dédiée à la retraite. L'autre, l'assurance vie, effectivement, il y a des avantages à l'assurance vie, je ne vais pas les détailler, il y a des avantages qui lui sont propres, mais ça peut aussi servir la retraite, mais pas que. Ça peut un objectif de transmission, un objectif d'achat immobilier, de subvenir aux enfants, parce que j'aurais besoin de faire des rachats, parce qu'il y a les études des enfants. Ça peut vraiment avoir différents objectifs. Bon. Mais complémentaires quand même. Oui, comme le PER et les FIP FCPI, c'est des dispositifs qui sont en fait finalement des outils. Il y a une question d'Alexandra qui était tombée au moment de l'inscription que j'aime bien. Existe-t-il une allocation type qui combinerait du FIP FCPI plus PER pour diversifier les avantages fiscaux sans se surexposer au risque?
Oh là là, il faudra quand même le faire par vous-même. Alors là, effectivement, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour donner un petit peu des pistes. Oui. Alors, cette allocation, elle existe, simplement, il faudra la faire vous-même. Ce ne sera pas un gérant ou une enveloppe de Boursorama, finalement, qui le fera pour vous. Mais en tout cas, il y a les outils et les simulateurs sur le site Boursorama. Dan, qui vient de me poser une question qui vient de tomber pour Matelas. Peut-on placer 100% des fonds en gestion libre, nous dit-il, sur un fonds euro pour éliminer le risque de perte de capital? Est-ce qu'on peut faire du full fonds euro sur le PER en gestion libre? Non, c'est capé à 50%. 50%, voilà. Le reste, ce sera des unités de compte. Voilà, mais vous en avez 70 et des plus ou moins risqués qui portent des risques tous un peu différents pour lisser votre risque si vous le souhaitez. Ou vous avez l'horizon prudent. Ou on a l'horizon prudent. On avait des questions sur les dispositifs antérieurs de retraite. On en a là sur le PER. Est-ce que je peux transférer un PER ouvert dans une autre banque ou non, pardon, c'est pas tout à fait la question qui dit. C'était si j'ai un PER ouvert dans une banque, puis-je en ouvrir également un chez Boursorama? Moi, j'ai bien écouté Tatiana. Oui, on peut en avoir plusieurs, des PER. Elle a tout à fait répondu. Ah voilà, magnifique. Fredo nous dit, est-il nécessaire d'avoir un compte titre Bourso pour souscrire au PER? Alors ça, c'est un peu différent, ou au FCPI ou au FIP. On va peut-être prendre le temps de bien tout expliquer. Alors oui, il faut un compte titre. Oui. Ce compte titre, il suffit d'être client chez Boursorama, d'avoir un compte, une carte, un compte bancaire. Vous ouvrez un compte titre, il n'y a pas de condition de versement. Par contre, pour investir sur les FIP FCPI, il y en aura, donc charge à vous de décider si vous versez à l'ouverture du compte titre ou pas. Ça se fait en 4 clics, tout en ligne, à la fois bientôt sur votre application Boursorama et aussi sur le site web et dans votre navigateur Safari, Chrome ou autre pour ne pas les citer, et l'expérience est immédiate. Diane se demande, est-on obligé de placer chaque mois sur le PER en plus de la somme versée lors de l'ouverture? Est-ce qu'on est obligé tous les mois de faire un versement? Non. Pas obligé. Aucune obligation. Mais c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Eh oui. Ça vous permet d'avoir des... Alors, c'est assez simple. Quand les marchés montent, ça permet de lisser finalement les marchés, les performances en tout cas fournies par les marchés financiers et la gestion, permet d'accompagner, de monter en puissance avec les performances des marchés. Et quand les marchés baissent, finalement, ça permet avec la même somme d'argent tous les mois, avec 100 €, d'acheter un petit peu plus finalement de cette exposition au marché financier. Question, là on va faire un peu boule de cristal, mais il faut quand même en parler. Jean-Luc nous demandait au moment de l'inscription, lors des débats parlementaires, il était question d'imposer la clôture du PER au moment du passage en retraite. Finalement, la disposition ne semble pas avoir été retenue, mais peut-elle refaire son apparition à tout moment? Ça, Jean-Luc, on n'en sait rien. Et que se passerait-il alors pour un retraité qui comptait conserver son PER jusqu'à son décès pour bénéficier des avantages en termes de succession? In fine, conseillez-vous encore le PER pour ses avantages relatifs à la succession? Peut-être un mot de Tatiana. Oui, effectivement, on entend que le PER, ça pourrait être... À tourner. C'est ça. Oui. Que ça pourrait être un excellent outil de le souscrire pour le transmettre. On va quand même rappeler que l'objectif du plan d'épargne retraite... à la base, ouais. Il y a le mot dans le titre du produit, retraite, c'est un objectif pour se constituer un complément de revenu à la retraite. Donc c'est vrai que là, quelque part, cette proposition s'est fait rattraper, puisque le législateur, on l'entend, même si effectivement, à aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, puisque chaque jour, il peut y avoir de nouveaux... Il donne son lot de surprises, c'est ça, on tout peut à fait. Dire, voilà. Mais on voit que c'est quelque chose qui est quand même qui est très regardé aujourd'hui. En fait, c'est ouvrir un PER et ne jamais le débloquer. Donc, moi, je dirais que ce n'est pas quelque chose que l'on conseille, d'ouvrir un PER pour décéder avec. Ça arrive. D'ailleurs, il y a des dispositions qui sont prévues. C'est un PER assurantiel. On peut désigner un bénéficiaire pour dire à qui vont aller les capitaux. Mais c'est l'exception. La règle, c'est la retraite. Ouais, voilà. Et il y a également l'assurance vie pour prévoir sa succession. Oui, tout à fait. Et puis, la réponse in fine, c'est que pour le moment, on n'en est pas plus avancé sur la tenue des débats. Mathieu, nos clientes et nos clients ont senti que vous étiez un petit peu triste, posez pas de questions. Donc j'en ai plein pour vous qui viennent de tomber. Une de Tania qui nous dit, et elle est super intéressante, comment sont choisies les entreprises pour les FCPI et les FIP? Méthode de sélection va-t-elle capitale? C'est une très bonne question. Donc, on a à la fois un exercice imposé et une philosophie qui nous est propre.
L'exercice imposé, c'est que les FIP et les FCPI, qui appartiennent à la catégorie des FCPR, je le rappelais tout à l'heure, sont des fonds dits fiscaux. Et donc, quand le législateur vous donne un avantage fiscal, c'est le cas pour le PER ou différents dispositifs, en général, il y a un objectif poursuivi. En l'occurrence, là, c'est de flécher dans les entreprises dites innovantes pour ce qui est des FCPI et les entreprises régionales pour les FIP, Corse pour nous, par exemple. Donc là, déjà, vous avez une partie de l'exercice qui est imposée par la règle du jeu. Ensuite, nous, on a notre sensibilité Vatel. Pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, nous, on aime bien plutôt accompagner des entreprises qui ont déjà un niveau de maturité assez avancé. À savoir que nous, on n'est pas là pour créer des entreprises, pour faire des startups. On arrive à un stade où l'entreprise a déjà un peu de vécu, l'équipe dirigeante a, je dirais, encore des velléités à vouloir se développer et a besoin, en complément de ses partenaires bancaires, de financement. Et donc, c'est ce que nous faisons en entrant au capital, en apportant ce qu'on appelle du fonds propre pour ces entreprises qui leur permettent de se développer. Nous, on sélectionne beaucoup les entreprises. Il y a trois leviers principaux. Le premier, c'est le levier humain. Quand vous rencontrez un dirigeant qui souhaite lever des capitaux, il faut qu'il y ait un fit humain qui soit important. Donc nous, on rencontre les équipes dirigeantes et on a besoin, nous, en tant qu'investisseurs, puisque on se met dans la peau d'investisseurs pour compte de tiers, les tiers étant les clients qui nous font confiance, il faut que nous, on se sente à l'aise avec le projet que l'entrepreneur vient nous présenter, quelque part qu'on achète son business plan, comme on dit assez communément. Donc ça, c'est un premier point, le critère humain qui est hyper important. Ensuite, il y a le critère du métier. Quand on évoque l'activité d'une PME, une PME, elle a besoin de se différencier sur son marché. Si elle n'a pas cette capacité à se différencier, en fait, elle a un énorme risque, quelque part, de se faire grappiller par les gros du secteur et donc de, quelque part, un peu plafonner dans son métier. Donc nous, ce qu'on aime bien trouver, c'est des entreprises qui ont un savoir-faire de pointe, une activité de niche, que ce soit un produit ou un service, peu importe, mais qu'elle ait vraiment dans son métier quelque chose qui fait sens et en tout cas sur lequel nous, on sera convaincus. Et puis, vous avez les critères de valorisation, ça c'est très très financier, puisque on peut vous raconter toutes les histoires qu'on souhaite. C'est beaucoup dans le prix d'acquisition qu'on fait sa plus-value de demain. Donc là, vous avez toute une série de critères financiers que nous étudions évidemment avec nos équipes pour pouvoir nous dire, aujourd'hui l'entreprise est valorisée tant, est-ce que c'est raisonnable au regard de ses perspectives et justement du business plan que vient nous vendre l'équipe dirigeante. Et donc là, c'est notre appréciation également. Bon, il y avait une question de Tony aussi. La date de sortie est-elle fixée et certaine à l'avance ou à la discrétion du fonds pour les FIP FCPI ? Alors, ce sont des fonds qui sont dits auto-liquidatifs. Leur date de fin de vie est inscrite dans le règlement du fonds. Si je prends l'exemple du FCPI, c'est inscrit dans le règlement, on devra rembourser l'argent en fin 2031, je prends le fonds actuel disponible, donc fin 2031, qui pleuve, qui vente, qui neige, on doit rendre l'argent aux investisseurs. Donc il n'y a pas d'option ou d'échappatoire qui nous permettent. Là où il y a un petit échappatoire, c'est sur la partie FIP, on l'évoquait tout à l'heure, où la durée est de minimum 7 ans et elle peut aller jusqu'à 9 ans, effectivement, à la main de l'équipe d'investissement. Alors pas pour se faire plaisir, c'est simplement que le momentum de sortie peut être de notre appréciation pas forcément pertinent et donc on peut proroger. Une petite souplesse de 2 ans. Exactement. Gilles nous demandait, peut-on mettre de l'argent tous les ans sur un FIP pour diminuer son impôt tous les ans ? Alors, moi, je ne peux que le recommander. D'accord. Pourquoi ? Parce que les millésimes vont quelque part se ressembler, mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un millésime qui performe un tout petit peu moins. Donc, là aussi, de lisser votre effort dans le temps, c'est tout à fait pertinent. Le deuxième point qui semble pour moi extrêmement intéressant, c'est que souscrire tous les ans, même des montants modestes, en tout cas à la hauteur de ses moyens et de ses envies, permet quelque part, à un terme donné, de financer sa défiscalisation d'après-demain. Typiquement, je démarre mon effort en 2025, je vais être remboursé à partir de 2031, par exemple quelqu'un qui démarre, et bien à partir de 2031, en fait, mes remboursements vont quelque part me permettre de financer mes futures souscriptions et donc des fiscs d'après-demain. Donc c'est une très très bonne logique que de dire tous les ans, je mets un petit peu au pot sur ce type de fonds. Finalement une logique de versement programmé. Un peu, oui, exactement. Qui n'est pas programmé, ça reste à la main, mais voilà, on peut...
On avait une question. Il est donc possible de cumuler sur une année donnée les avantages fiscaux d'un PER et d'un FIP FCPI. Donc oui, c'est cumulable, Tatiana. Ah oui, tout à fait. Mais il y a quand même un plafond global. À un moment, il faut quand même que je calcule un petit peu comment tout ça va se passer. Oui, à noter que sur les... alors, j'ai les plafonds de déduction PER dont j'ai parlé. Oui. Par contre, à la différence de tout ce qui est FIP, FCPI, ça ne rentrera pas dans le calcul du plafond des niches fiscales. D'accord. Donc ça, c'est en dehors. Oui. Par contre, effectivement, donc Mathieu l'a expliqué mieux que moi, les FIP FCPI donc, rentrent dans le plafond des niches fiscales. Mais on peut avoir les deux. On peut faire du PER et on peut faire des FIP FCPI. Bah voilà. On a parlé des dispositifs antérieurs, mais j'adore le nom, le pseudo. Un vrai petit nid nous demande, peut-on transférer chez Boursorama un PER souscrit chez un assureur ? Là, transfert de PER, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Si c'est un PER assurantiel, effectivement, ce sera tout à fait possible. Bon, d'accord. Procédure spécifique à suivre, Thomas, ou pas ? En ligne, et petite astuce, info retraite ou sur votre PER dans votre banque, si vous avez toutes les infos, il nous faudra 3 infos, le numéro du contrat, la date d'ouverture et l'assureur en question. Il sait tout, c'est magnifique. Jerry qui dit « Je joins la réunion en retard ». Où peut-on trouver le replay ? Alors le replay, il sera disponible dans les meilleurs délais sur le site de Boursorama et même sur la page d'accueil, Jerry. Et sinon, vous le retrouverez dans la section vidéo sur le portail Boursorama dans la sous-section webinaire. Je vois qu'on a épuisé en tout cas sur la tablette les questions qui sont tombées. Est-ce qu'il y a encore qui nous attendent ? Allez, on peut prendre encore quelques minutes si jamais... Apparemment, on me dit on a fait le job. Eh bien, écoutez, voilà. Merci beaucoup à nos experts d'avoir été là et de nous avoir si bien expliqué les différents mécanismes de défiscalisation. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Et puis oui, il y a, vous le savez, après le clap de fin, un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et puis bien sûr, essayez de faire toujours mieux pour une prochaine, peut-être une 4e édition qui viendra peut-être dès le début de la rentrée prochaine si on en sait plus sur l'évolution du contexte fiscal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée et à bientôt.